Nous sommes en janvier 2012. Le galeriste new-yorkais Jonathan Levine me propose de participer en fin d'année à la Foire internationale d'art contemporain de Miami. Miami, une ville située au sud de la Floride, bien connue pour ses plages, sa douceur de vivre, son style art déco et sa célébrissime foire d'art contemporain. Jonathan Levine est originaire de Philadelphie. Il est l'un des ambassadeurs du pop surréalisme et aime se déguiser en Télétubby. À la fin des années 90, il fait la rencontre de Shepard Fairey, avec qui il découvre le street art. Sans pour autant délaisser sa première passion, Jonathan déménage sa galerie à New York en 2005 et devient un des personnages importants de ce mouvement. J'accepte sa proposition d'exposer à Miami et décide de m'y rendre à l'avance afin de préparer un nouveau livre qui prolongera les séries de guides et de cartes d'invasion entamées avec d'autres villes. Au fait, je ne me suis pas présenté. Je suis l'envahisseur. On m'a souvent qualifié d'ovni du monde de l'art. Il faut dire que depuis 15 ans, ma principale activité consiste à envahir le monde avec du carrelage que je cimente dans l'espace public. J'ai ainsi donné corps à toutes sortes de créatures inspirées des premières générations de jeux vidéo. Je les appelle les Space Invaders. Ils sont tous référencés dans une base de données et je parcours le monde avec l'obsession d'en poser davantage. Paris, Londres, New York, Tokyo, mais aussi Katmandou ou Mombasa. J'ai à l'heure actuelle œuvré dans environ 60 villes à travers le monde. Dernière chose, j'agis dans l'illégalité et j'apparais toujours masqué. Miami est une ville où j'avais déjà effectué une première vague d'invasion en novembre 2010. J'avais été invité à réaliser une grande pièce sur un mur de la Seconde Avenue dans le cadre du projet Wynwood Walls. Ce fut pour moi l'occasion de rencontrer la légendaire photographe Martha Cooper, qui me suivit dans mes interventions. Car comme à mon habitude, je profitais du voyage pour poser quelques pièces supplémentaires à travers la ville. Je quittais Miami avec un score de 28 Space Invaders posés dans la ville. Concernant l'exposition à venir, j'étais à la recherche d'une idée forte, quelque chose d'inédit à présenter. Si l'on regarde une carte de Floride, on peut observer que Miami est situé juste au sud de la Space Coast, lieu de prédilection de la NASA pour le lancement d'engins spatiaux. Envahir l'espace. Voilà le projet. Moi qui ai passé ces 15 dernières années à répandre des envahisseurs de l'espace aux 4 coins de la planète, je rêvais d'en envoyer, ou devrais-je dire, d'en renvoyer un dans l'espace. D'autant que cette zone, généralement réservée aux engins de télécommunication et aux missions militaires ou scientifiques, n'a jamais été investie à des fins artistiques. Une terra incognita s'offrait à moi. Mais voilà, plus facile à dire qu'à faire. J'avais déjà plus d'une fois envisagé la question, mais restait le problème du comment, car hélas, je ne connais personne travaillant à la NASA, et mes connaissances en astrophysique sont assez limitées. Pourtant, en surfant sur le net, je découvre que l'on peut aujourd'hui facilement envoyer un ballon météorologique dans la stratosphère et que plusieurs sites fournissent conseils et matériel nécessaires à une telle opération.
Je n'ai dès lors plus qu'une obsession. Bricoler un dispositif qui me permette d'envoyer une œuvre dans l'espace et d'en ramener des images. Avec l'aide de mon complice Jotag, nous passons les quelques mois qui nous séparent de notre départ pour Miami à concevoir notre premier engin spatial. Mélange de gadgets high-tech et de bouts de ficelle qui emportera la mosaïque baptisée Space One dans la stratosphère. Je vous épargne les détails techniques, mais en voici le principe. Une plaque en plexiglas supporte Space One, ainsi qu'une boîte isolante qui contient une caméra dirigée vers la mosaïque, un tracker GPS qui nous communiquera sa position toutes les 10 minutes et une puce RFID qui permettra une localisation plus précise lors de la récupération. Ce dispositif est surmonté par un réflecteur radar relié à un parachute, lui-même attaché à un ballon d'hélium qui emportera le tout dans les airs. Avec l'altitude, la pression atmosphérique décroît, entraînant une dilatation de l'hélium et donc du ballon. À un certain point, il éclatera, et l'aéronef, alors toujours soumis à la gravité, amorcera une descente vertigineuse ralentie par le parachute. Il ne nous restera plus qu'à localiser le point de chute pour récupérer la caméra et le film qu'elle contiendra. Nous atterrissons en Floride 6 mois avant la foire, en ayant pris soin d'envoyer auparavant tout le matériel nécessaire au lancement spatial, ainsi qu'un gros stock de carrelage et de colle destiné à alimenter la deuxième vague d'invasion de Miami. En attendant des conditions météo favorables au projet que j'ai baptisé Art for Space, l'invasion de la ville commence, et de nouveaux Space Invaders ne tardent pas à apparaître. J'obtiens le contact d'un journaliste du Miami Herald qui nous accompagnera afin de documenter l'opération Art for Space. C'est Glenn Garvin, habituellement chroniqueur de séries télévisées, qui sera chargé de nous suivre. Nous lui donnons rendez-vous le 15 août sur le parking du Miami Children's Museum. Nous chargeons notre véhicule avec tout le matériel nécessaire et nous nous rendons sur le lieu de rendez-vous. Nous sommes vêtus de combinaisons blanches ornées d'un écusson réalisé pour l'occasion. Le photographe qui accompagne Glenn refuse de nous suivre jusqu'au point de lancement qui se trouve à 2 heures de route. Nous effectuons donc un rapide portrait sous EMIA 48, la pièce que j'ai posée quelques nuits auparavant sur le mur du musée. Nous prenons enfin la route de la Space Coast et nous dirigeons vers un point prédéfini situé dans la zone agricole des Everglades. La veille, nous avons utilisé un programme spécialisé qui, à partir de variables comme le lieu, la date, l'heure du lancement, le poids à soulever et la quantité d'hélium utilisée, détermine une simulation de vol en fonction des prévisions météo. Après plusieurs essais, nous avons repéré ce lieu comme idéal pour un bon vol. Le ballon devrait dériver d'une centaine de kilomètres vers le nord-ouest avant de retomber sur la terre ferme, évitant ainsi l'océan, les Everglades et le grand lac Okeechobee. Nous empruntons un chemin qui mène à des plantations de canne à sucre. C'est un endroit parfait. Un ouvrier agricole nous observe, mais probablement persuadé que nous sommes de la NASA, il nous laisse à nos préparatifs sans trop oser s'approcher. Nous installons une mini-base de lancement sous le regard de Glenn qui prend notes et photos. Nous commençons à gonfler le ballon à l'aide de l'énorme bouteille d'hélium que nous avons louée la veille. Nous vidons tout son contenu, mais le ballon ne semble pas assez gonflé. Nous réalisons rapidement qu'il ne l'est en tout cas pas assez pour faire décoller notre engin. Pourtant, selon nos calculs, une bouteille aurait dû largement suffire. C'est d'une humeur maussade que nous rejoignons notre base. Le mauvais temps compromet toute autre tentative durant les jours qui suivent. Nous attendons donc que la météo s'améliore tout en continuant d'envahir les rues de Miami. Nous ne perdons pas un instant. Cette deuxième vague est intense avec beaucoup de grandes pièces.
Cette deuxième vague d'invasion s'achève avec MIA-72 à l'aéroport, soit 44 nouvelles pièces portant le total des Space Invaders dans la ville à 72. Enfin, le 20 août est une belle journée. Nous repartons de bon matin avec cette fois 2 bouteilles d'hélium, mais sans journalistes. Ironie du sort, nous découvrons dans une station-service que l'article de Glenn Garvin fait la une du Miami Herald du jour. Il relate la présence des Space Invaders dans la ville et l'échec de notre premier lancement. C'est précisément au même endroit que la dernière fois que nous installons notre base de lancement. La chaleur écrasante et la forte luminosité rendent les choses difficiles. Nous ne voyons rien sur les écrans de nos appareils et suons à grosses gouttes dans nos combinaisons en plastique. À notre étonnement, une seule bouteille suffit cette fois largement à remplir le ballon. Rien ne semble plus faire obstacle à l'ascension de Space One vers les étoiles. Je tente de prendre une dernière photo avant décollage, mais il fait si chaud que mon téléphone ne fonctionne plus. Je crains pour la caméra embarquée avec le ballon. Si elle s'arrête maintenant, toute l'opération sera réduite à néant. Nous ne perdons plus une seconde et lâchons le ballon. À ce moment précis, j'observe admiratif l'ascension du ballon pendant que Tag s'inquiète de la température des bouteilles d'hélium. Nous suivons des yeux notre aéronef qui s'est mise à tourbillonner et nous replions notre base de lancement. Nous quittons la plantation et tentons de suivre le ballon qui est devenu un petit point blanc approchant un épais banc de cumulus. Il entre dans les nuages et nous le perdons de vue. Le lancement semble réussi. C'est un bon départ. Mais tout ne fait que commencer, car tant que je n'ai pas récupéré le dispositif, rien n'est gagné. Le système GPS nous envoie sa localisation toutes les 10 minutes. Du moins, tant qu'il se trouve dans la première couche d'atmosphère, la troposphère, qui couvre les 12 premiers kilomètres au-dessus du sol. Au bout d'1 heure, nous perdons son signal. Cela signifie qu'il a maintenant atteint une nouvelle couche, la stratosphère. À cette altitude, il n'y a plus d'avions, plus de réseau et peut-être plus de batterie car la température descend à moins 80 degrés, soit 2 fois moins que la température minimale indiquée sur les piles lithium de nos équipements. Près de 3 heures après le lancement, nous recevons de nouveau un signal. Cela signifie que la batterie du GPS a bien tenu le coup et qu'il est de retour dans notre atmosphère. Le ballon réapparaît sur nos écrans juste au-dessus des Everglades, à l'opposé de là où nous l'attendions. Heureusement, pendant sa descente, les vents le font dériver vers le nord, le renvoyant dans la zone prévue. 4 heures après son décollage, les coordonnées reçues se répètent. Notre engin s'est stabilisé. Il a atterri. Nous découvrons émerveillés que d'après les dernières coordonnées GPS qui s'affichent, il se trouverait chance inouïe sur le bord d'une petite route au nord de la ville de Labelle à environ 100 km de notre point de lancement. Nous nous y rendons. La route est bordée de champs en friche et de quelques habitations. Nous arrivons au point indiqué, mais ne le voyons pas encore. Nous connectons le locator RFID, censé émettre un bip s'il se trouve à moins de 50 mètres de la puce embarquée. Il reste muet. Nous marchons le long de la route de chaque côté du point indiqué. Rien. Nous ratissons les champs en bordure de route, toujours rien. Pourtant, le parachute rouge dans cette étendue verte devrait être facilement repérable. Alors que les images satellites nous montraient des champs secs ornés de buissons, la réalité est bien différente. En cette saison, les champs sont parsemés de mares et recouverts d'une épaisse végétation sauvage. Nous croisons un fermier et lui demandons si nous pouvons traverser son champ. Il accepte en nous mettant en garde. Il faut frapper le sol avec un bâton pour éloigner les serpents et ne marchez pas sur ces monticules. Ce sont des terriers de fire ants, des fourmis rouges qui brûlent comme du feu. Et n'allez pas par là-bas, c'est le lac de l'alligator. Quoi? Il désigne un plan d'eau en nous affirmant qu'un alligator y a élu domicile. Nous demandons aux habitants de quelques maisons alentours
s'ils n'ont rien vu tomber du ciel, sans résultat. Nous hésitons même à nous engouffrer dans une sorte de rivière souterraine qui borde la route. Mais quelque chose n'est pas normal. Le locator devrait se mettre à biper, d'autant que, toutes les 10 minutes, nous continuons de recevoir un signal GPS indiquant précisément l'endroit où nous nous trouvons. Malgré cela, nous nous obstinons jusqu'à la tombée de la nuit, puis jusqu'à épuisement des batteries de nos téléphones qui nous servent de lampe de poche. Rien. Nous sommes bien obligés de reconnaître que nous ne le trouverons plus, et encore moins à cette heure de la nuit. Juste avant notre départ, le shérif local vient à notre rencontre, sûrement alerté par des autochtones inquiets d'avoir vu 2 hommes en combinaison blanche inspectant les environs. Complètement découragés, nous rentrons à Miami. Game over. Épuisé par cette journée et effondré par cet échec, l'opération Art for Space me semble compromise. Toute l'énergie et le matériel accumulés ces derniers mois, envolés. Je ne peux m'empêcher de penser à cette caméra qui doit bien se trouver quelque part, et je ne cesse de me demander quels détails nous échappent, d'autant que le GPS continue d'émettre les mêmes coordonnées toutes les 10 minutes. Nous ne pouvons abandonner, et entrons à nouveau ces coordonnées, non plus sur un téléphone, mais sur un ordinateur. Fait étrange, elle ne désigne plus alors le bord de la route, mais le milieu d'un champ situé 1 kilomètre plus bas. Nous réalisons alors que quelles que soient les coordonnées GPS entrées dans un téléphone, son programme les positionne systématiquement au bord de la route la plus proche. Le lendemain matin, nous repartons pour la Belle. Le signal provient d'un champ situé à quelques centaines de mètres de la route et nous tournons autour, tentant de nous en approcher le plus possible en voiture. Après plusieurs tentatives, nous trouvons un chemin d'accès, mais sommes vite bloqués par des clôtures. Nous les escaladons et continuons à pied sous un soleil de plomb. Nous franchissons plusieurs propriétés privées et traversons plusieurs champs en friche en prenant bien soin de taper le sol avec un bâton et de contourner le lac de l'Alligator. La végétation devient plus dense et il nous faut sauter par-dessus barrières et barbelés. Alors que nous pensions accéder au point indiqué en 20 minutes, il nous faudra plusieurs heures pour l'atteindre. Nous tombons alors sur une clairière assez dégagée et accélérons le pas. Soudain, le locator émet un premier bip, puis un deuxième. C'est alors que je l'aperçois. Tout d'abord le parachute rouge, puis le ballon en lambeaux, et enfin Space One et la caméra qui l'accompagne. Je remarque quelques trous ressemblant à des brûlures dans le parachute, mais la mosaïque semble intacte. Pas un carreau n'est cassé. Nous récupérons nos pièces à conviction et entamons un interminable retour jusqu'à notre base à Miami. Là, nous pourrons enfin désosser notre aéronef pour en extraire la carte mémoire et, si la caméra a bien fonctionné, voir ce que les images qu'elle contient nous réservent. Voici ce que nous découvrons.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,